Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, je reçois Marie-Estelle Dupont. Bonjour. Bonjour Kate. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la seconde fois. Merci, mais moi également. Merci beaucoup. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes psychologue clinicienne, spécialisée en psychopathologie et neuropsychologie. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages et on vous reçoit aujourd'hui pour la parution de votre dernier livre qui s'intitule « Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants », paru aux éditions Guy Trédaniel. Alors, c'est quoi pour vous être parent en temps de crise? Comment le définiriez-vous? Alors en fait, l'idée de ce livre est venue d'un double constat, c'est-à-dire que pendant la crise sanitaire, on a assisté à une vague pédopsychiatrique très importante, et finalement la santé mentale et notamment la santé mentale des jeunes est devenue une urgence de santé publique après que le Covid, la question même du Covid se soit atténuée. Et donc moi je me suis interrogée sur comment donner des outils après avoir été un peu une lanceuse d'alerte sur la santé mentale des jeunes, comment donner des outils aux parents en fait pour les aider à redonner un équilibre et des repères en fait à leurs enfants, parce que tous les repères ont volé en éclats. Donc pour tous les jeunes qui étaient en train de se construire, notamment sur le plan identitaire, c'était évidemment extrêmement compliqué de continuer leur croissance. Et puis le deuxième constat, c'était que finalement, quand on dézoomait bien avant le Covid, depuis 40 ans dans la société, l'autorité parentale était réduite à peau de chagrin du fait d'une démocratie qui est en train de devenir une bureaucratie obèse, où la notion en fait de famille, la notion d'autorité parentale, la notion de cadre n'a plus tellement de sens, puisque l'État, de manière pernicieuse, est en train de prendre en charge toute l'intimité de la vie des gens, en même temps qu'il échoue de manière patentée sur le régalien, et qu'il est en train de nous expliquer façon big nounou comment manger, comment penser, comment s'habiller, etc. Et donc je me suis dit finalement le Covid a été l'aboutissement plus que le début de quelque chose. Alors c'est peut-être aussi le début de quelque chose, mais en tout cas c'est l'aboutissement d'un processus à l'œuvre dans la société. Il faut que j'aide les parents à se le représenter, qu'on lève le nez du guidon, qu'on ait un peu la big picture. Et puis une fois ce constat préoccupant, puisque je fais aussi un bilan épidémiologique de la santé mentale de la jeunesse en France aujourd'hui. Une fois ce constat établi, je peux pas laisser les parents avec le constat de quelque chose d'anxiogène sans leur donner des clés, c'est mon métier. Et puis moi j'étais aussi, je l'ai vécu aussi en tant que maman, cette crise évidemment, puisque j'ai 3 garçons. Donc je donne aussi des clés. Voilà, j'avais vraiment envie de leur dire, faut pas se raconter que le monde va nous aider à éduquer nos enfants, le monde extérieur. Par contre, nous, voilà tout ce qu'on peut faire. Et en fait, je crois que le message du livre, c'est aussi, si nous déjà en tant que parents, on fait tout ce qui est encore en notre pouvoir malgré la réduction des libertés, c'est quand même beaucoup beaucoup mieux que si on ne le fait pas parce qu'on est découragé. Voilà. Et donc je donne aussi des clés dans la deuxième partie et je fais des rappels sur le développement de l'enfant. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Et on va y revenir en profondeur sur votre livre. Alors vous revenez surtout sur la période du Covid, puisque c'est ce qui vous a inspiré, mais aussi révolté surtout. Tout commence le 16 mars 2020 avec ce que vous nommez la scène traumatique, d'où découla, je cite, une réorganisation désorganisante de tous les repères sociaux et temporels. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, en fait, je crois que c'est très important pour que les parents à la fois comprennent les enjeux profonds de ce qui s'est passé et se déculpabilisent, de revenir sur la notion de traumatisme. En fait, il y a eu une sidération. Et dans le livre, j'explique vraiment ce que c'est, sur le plan neurobiologique, que la sidération et le traumatisme. Évidemment, l'actualité nous donne des exemples tous les jours qui illustrent le fait que le trauma ne s'est pas joué uniquement, effectivement, au moment du Covid, comme vous le disiez. En fait, il y a eu un trauma, c'est-à-dire que la vie s'est arrêtée. Le trauma, c'est par définition un événement qui vient faire effraction dans les limites psychiques ou physiques d'un individu. Et donc, quand il y a un trauma, l'idée de mort est convoquée, que ce soit une mort symbolique, une mort sociale ou une mort physique.
Et le trauma peut concerner la personne qui est victime du trauma, mais elle peut concerner aussi la personne qui assiste en étant impuissante au trauma. On sait bien qu'on traumatise des gens en leur faisant visualiser des scènes de torture, par exemple. C'est-à-dire que par les neurones miroirs, le trauma s'inscrit aussi chez celui qui est témoin de ce qui est traumatique. Et donc, j'explique dans le livre que le moment où tout s'arrête le 16 mars 2020, où les restaurateurs ont 4 heures pour licencier le personnel, vider les congélateurs, on doit signer une attestation pour faire sortir le chien, etc., etc. Tous les repères de l'être humain volent en éclats. Et un être humain, en fait, n'a pas besoin de beaucoup de choses pour aller bien, mais ce dont il a besoin n'est pas négociable, et en l'occurrence, il a besoin d'avoir des repères, et d'avoir la possibilité de se projeter avec un sentiment à minima de contrôle sur son existence. Évidemment, on n'est pas tout puissant. On avait d'ailleurs peut-être un peu l'illusion de l'être quand le Covid est arrivé. Mais à minima, un sentiment de contrôle. Et en fait, tout ça a volé en éclats. On n'avait plus de contrôle, on n'avait plus de repères, on n'avait pas la possibilité de se projeter, et on n'avait pas de temporalité dans la suspension de la temporalité. C'est-à-dire qu'on était confinés, mais je sais pas si vous vous rappelez ce sketch d'Arnaud Demanche qui disait ça fait 52 semaines que ça fait 4 semaines. C'est-à-dire que c'était sans cesse, là, on n'avait pas un début, un milieu, une fin, donc il n'y avait pas de narration possible. Et finalement, pour beaucoup de gens, alors, on me répond toujours oui, mais il y a des gens pour qui le confinement a été une formidable opportunité de se recentrer sur leur famille. D'accord, mais en fait, ça, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, et tant mieux pour ces personnes-là qu'elles aient pu transformer. Il n'empêche que pour beaucoup de gens, ça a été sidérant, qu'il y ait beaucoup de familles étaient dans des équilibres déjà précaires, et que c'est venu casser cet équilibre, faire redécompenser des gens qui étaient fragiles, et puis surtout faire décompenser des gens qui n'avaient pas d'antécédents psychiatriques. Et donc, il y a une réorganisation désorganisante, c'est-à-dire qu'on va réorganiser la santé autour du chiffre de circulation virale, on va réorganiser la vie autour de l'évitement de la contamination, et désorganiser tout ce qui structurait la vie, c'est-à-dire des lieux dans la cité, l'école n'est pas la maison n'est pas l'hôpital, des places, un père n'est pas un enseignant n'est pas un policier n'est pas un infirmier, et un restaurateur n'est pas un policier non plus, et un médecin n'est pas un politique. Tout ça va voler en éclats, et donc quand il y a une confusion des places et une inversion des valeurs, il y a un trauma collectif. Et donc j'explique dans le livre comment de ce trauma découle une sidération, qui en fait fait que les gens, pour la grande majorité, ne vont pas être en capacité de penser ce qui se passe parce qu'ils vont être sous l'effet de la peur, vraiment du cortisol cérébral, des hormones de stress. Ils vont plus pouvoir penser les choses. Et quel impact, quand les parents sont eux-mêmes sidérés, cela peut avoir sur les enfants en fait. Et comment les enfants vont se suradapter. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les adultes se sont mis à aller mal avant les enfants. Parce que les enfants, ils tiennent bon parce qu'ils peuvent pas se permettre d'aller mal si papa et maman vont mal. Donc il faut vraiment qu'ils soient arrivés au bout de leurs ressources pour aller mal. Et c'est pour ça qu'on a vu les enfants aller mal après les adultes. Et tout ça, je leur explique en fait dans le livre. Et justement, vous revenez sur cette période que vous qualifiez de traumatisante, associée à de la maltraitance en ce qui concerne les enfants. Et vous revenez sur beaucoup d'anecdotes qui vous sont arrivées, votre expérience personnelle. Et notamment, vous dites que beaucoup vous disaient « mais tout va bien, vous exagérez, ils ne se plaignent pas » en parlant des enfants. Vous avez même entendu « ils sont contents de ne pas aller à l'école et le masque à leur âge, c'est un jeu ». Qu'est-ce que ça vous a fait En fait, je crois, je le dis dans le livre, que si j'étais venue d'une autre planète, j'aurais eu des crises de fou rire, mais que comme j'étais prise dans cette humanité qui était complètement perdue, j'avais plutôt des crises d'effroi en fait, et de voir ces petits enfants qui me disaient en consultation, je veux pas embrasser ma maman parce que quand on s'embrasse on se touche, j'avais envie de vomir dans mon masque et la maîtresse m'a dit d'aller aux toilettes si je voulais respirer. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la maltraitance, c'est-à-dire que je crois qu'on peut parler de maltraitance à partir du moment où on met l'enfant dans une injonction paradoxale, où on lui interdit de faire ce dont il a besoin pour être un enfant en bonne santé physique et mentale. Et ce qui est terrible, c'est que l'OMS elle-même décrit bien la santé comme un état global d'équilibre à la fois psychique, physique et social, et que le déni des besoins pédiatriques, le déni des besoins de l'enfant a été absolument faramineux. On avait l'impression que certains médecins avaient simplement séché leurs cours même pas de neurologie, mais de pédiatrie en fait, c'est-à-dire que les besoins fondamentaux de l'enfant, et c'est ça être parent en temps de crise, en fait, c'est comment je tiens dans un monde qui a inversé les rôles,
comment je tiens bon sur les besoins fondamentaux de mon petit, en fait, et comment je n'oublie pas que c'est moi sa figure secourable, c'est moi qui élève l'enfant, c'est pas l'enfant qui me soutient, en fait. Et justement, pardon, en parlant de ça justement, il y a cette anecdote qui est très touchante dans votre livre de cette petite fille âgée de 9 ans qui va prendre l'ordinateur de sa maman pour vous envoyer un message. Oui, en fait, je crois qu'elle regardait une chaîne où je passais avec sa maman, et elle a demandé à sa maman si elle pouvait écrire à la dame qui parlait des enfants, et elle m'a envoyé un message très gentil, en fait, en me disant merci parce que le masque à la cantine, vous avez compris que c'était difficile. Et c'est vrai que je crois que on est vraiment dans une société qui a délaissé la proie du vivant pour l'ombre des algorithmes, comme le dit très bien Roland Gori. Et que on était complètement déconnectés. Enfin, la réalité clinique, nous, on l'a vu dès le début, mais tant qu'on n'avait pas les chiffres, tant qu'on n'avait pas les passages aux urgences de Santé publique France pour gestes suicidaires, tant qu'on n'avait pas la preuve que les aires cérébrales étaient réduites parce qu'on a fini par faire des études longitudinales sur les bébés qui étaient nés pendant le confinement, tout ça n'existait pas. Alors que finalement, si on avait quand même un peu écouté les cliniciens, et notamment la Société française de pédiatrie qui a quand même tiré la sonnette d'alarme en disant que oui, les enfants se remettent, mais à quel prix, en fait, et en ayant laissé de côté beaucoup de zones de leur développement et de leur croissance, aujourd'hui, on aurait moins de dégâts. Et si on a une vision strictement économique des choses, on ferait aussi des économies en termes de santé publique si on avait moins d'enfants dans un état psychiatrique. Enfin, je veux dire, même si on voit les choses que de cette manière absolument cynique et sordide, ça n'est pas intelligent la manière dont on s'y est pris. Et ce que je trouve terrible, c'est qu'il n'y a aucun mea culpa, en fait, aujourd'hui. Nous, on galère à rattraper des gens qui ont décompensé des anorexies parce qu'ils avaient 14 ans, qu'ils étaient confinés avec un parent malade psychiatriquement qui prenait plus ses médicaments. On est toujours en train d'essayer de les rattraper. Alors oui, ça fait 2 ans que Jean Castex a rouvert les bars, mais les gens qui se sont mis à aller mal, ils vont pas remonter dans le train de la vie simplement parce qu'on dit c'est fini et que on met le zoom de l'actualité sur autre chose. Donc voilà, c'est aussi un peu c'est aussi un peu l'objet du livre, en fait, c'est de dire aujourd'hui comment on fait avec ces enfants qui sont fragilisés. Certains vont très bien, heureusement, et comment on fait en tant que parents pour pour rester des adultes verticaux et debout dans un monde qui nous demande tous les jours de nous coucher, en fait. Alors justement, comment qualifieriez-vous la société et les politiques, les institutions qui sont restées passives face aux alertes, face à la détresse ? Je crois que là, on touche à la question sur laquelle je reviens dans le début du livre, qui est en fait la question de que veut encore dire le mot démocratie aujourd'hui dans la société transhumaniste, postmoderne, dont Bernanos décrivait déjà il y a 50 ans de façon très prophétique les impasses, puisqu'il disait bien on va se diriger vers un monde tellement déspiritualisé où finalement on n'a de valeur que ce qui a un prix, alors qu'évidemment ce qui a de la valeur c'est ce qui n'a pas de prix, où le lien n'aura plus d'importance. Il y avait Bernanos, mais il y avait aussi Sami Ali qui est beaucoup moins connu. Sami Ali, c'est celui qui a amené la pensée psychosomatique en France et qui disait mais il y a une crise du lien, il y a une crise du lien affectif et de l'imaginaire, et donc on est dans une pensée tellement opératoire, tellement factuelle, tellement chiffré, tellement numérique, que le réel est fragmenté, et il est tellement fragmenté que finalement on perd de vue le sens même de l'existence. Et c'est vraiment ça qui s'est joué pendant la crise, c'est-à-dire que l'imaginaire, la créativité, le vivant, le lien, la douceur, le bon sens, la possibilité de prendre dans ses bras une personne âgée qui est en train de mourir de tristesse, même si elle meurt pas du Covid, c'était criminalisé. Et je crois que le Covid a illustré à quel point l'offre politique avait basculé dans une pensée extrêmement binaire. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas Covido-flippé, vous étiez un salaud sartrien, vous étiez dangereux, c'était dangereux de penser. Évidemment, c'est inquiétant quand on est psychologue d'entendre que c'est dangereux de penser, parce que ça veut dire qu'on va faire une société de robots impulsifs et soumis. D'ailleurs, dans le livre, je dis, mais je crois que, il y a des gens, si on leur avait dit qu'il fallait marcher dans la rue avec un poulpe sur la tête pour éviter le Covid, ils se seraient acheté un poulpe, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait rentrer depuis
30-40 ans avec la baisse de l'instruction à l'école, notamment, et puis une société du divertissement, on le voit avec l'hypersexualisation du débat public aussi. On a vraiment fait rentrer dans les esprits l'idée que penser était totalement superflu en fait. Et quand il y a une régression à une pensée binaire, la société ne peut qu'être violente, mais elle ne peut aussi qu'être avachie finalement. Et donc là, je crois qu'il y a une urgence de pensée qui nous saute à la figure, à nous les parents. Alors vous avez évoqué la santé mentale, on va en parler justement, quelles sont les conséquences qu'on peut observer maintenant avec 3 ans de recul, chez les enfants notamment. Alors chez les enfants, eh bien, malheureusement, on voit qu'il y a chez les tout petits des retards de parole, puisque les bébés qui sont nés pendant le Covid ont eu pour la plupart, pour la très grande majorité, affaire à des adultes masqués. Donc on sait bien que le petit apprend à parler par imitation des mouvements des lèvres. Donc il y a des retards de parole. Qui dit retard de parole dit que déjà le psychisme pour se mettre en route, bon courage quoi, parce que la pensée se greffe sur les mots. Donc il y a les retards de parole, il y a des dépressions essentielles du nourrisson, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont été moins touchés, moins caressés, moins cajolés parce que les parents pouvaient être médecins et donc avaient peur de ramener le Covid à la maison, etc. Ou alors tout simplement ils avaient peur de ce qu'ils entendaient, de toute la liturgie covidienne qu'ils entendaient en boucle à la télévision. Et donc c'est des enfants qui ont été moins stimulés, moins d'interaction sociale, donc on sait que leurs aires cérébrales liées aux compétences sociales et notamment à l'empathie sont réduites par rapport à des bébés nés avant le Covid. Donc ça fait des enfants dans la cour de maternelle aujourd'hui qui sont moins habiles socialement, avec déjà des comportements violents ou dépressifs de retrait. Voilà, qu'on retrouve aussi chez les adolescents. Là, en novembre, je vais à un colloque sur justement ce syndrome de l'isolement et du repli chez les adolescents. C'est vraiment la génération la plus repliée que nous, on ait vu les cliniciens, la plus repliée sur elle-même. Chez les enfants, il y a eu beaucoup de phobies scolaires chez les enfants d'âge primaire, beaucoup de phobies scolaires, beaucoup de TOC, une construction de l'image du corps très faussée, hein, avec des teintes un peu mélancoliques, c'est-à-dire en fait le corps ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer si je touche l'autre, etc. Alors que quand on se joue, quand on se bouscule, oui, on se touche. Et puis beaucoup de troubles alimentaires, une explosion des troubles alimentaires et des idées suicidaires à un âge où on n'a pas cette notion en fait normalement du suicide qui n'arrive qu'à l'adolescence. Et en général dans un contexte soit de harcèlement, soit de maltraitance à la maison ou d'abus sexuels. L'idée suicidaire chez l'adolescent n'est qu'exceptionnellement liée à des pathologies mentales, mais qui touche quand même une minorité d'adolescents, des pathologies mentales graves comme la schizophrénie, la bipolarité. En général, quand il y a des idées suicidaires, c'est qu'il y a un événement contextuel. Et là, ça a complètement explosé. Il y a eu quand même 299% d'augmentation chez les moins de 15 ans d'idées suicidaires et de tentatives de suicide et de suicide par rapport à avant la crise. Voilà, donc tout un cortège de symptômes psychiques, de manifestations psychosomatiques aussi. Et puis une augmentation très inquiétante des addictions. Donc globalement une génération qui est à la fois plus déprimée et plus violente, hein, mais bon ça je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir un master de psychologie pour le comprendre. Alors nous on fait le boulot, on est submergé, on fait le boulot, on arrive à en récupérer certains. Le problème c'est que parfois il y a un manque d'offres qui fait que du coup ils sont surmédiqués pour compenser les symptômes. Et le fait d'être surmédiqué à cet âge-là n'est pas sans conséquences graves. Donc ça aussi, c'est un problème. C'est quand on a une augmentation de la demande avec une diminution de l'offre. Hein, on n'a que 35 professeurs de pédopsychiatrie en France. Et que très souvent, les médicaments vont remplacer la thérapie. Voilà, donc un constat clinique assez inquiétant chez les jeunes, mais il y a aussi des jeunes qui vont bien, qui ont une grande résilience, qui ont un environnement familial qui arrive à faire la différence, et c'est pour ça que moi j'ai envie d'aider les parents, parce que je sais que si j'aide les parents, j'aide les enfants. Alors vous-même, vous avez accouché de jumeaux pendant la période Covid. Comment vous avez abordé cette période justement? Ah, j'ai pas abordé, hein, j'ai pris dans la tronche. Je suis rentrée avec mes 2 bébés à la maison, confinée avec un enfant qui était encore en primaire et qui avait l'école à la maison,
et la chance, et je remercierai jamais assez cet établissement scolaire d'avoir affaire à une maîtresse très intelligente qui faisait de son mieux et qui avait des circulaires différentes tous les dimanches soirs et qui arrivait à quand même maintenir le cap pour les enfants. Comment j'ai abordé? J'ai jonglé entre les biberons, les nuits blanches, les plateaux télé, les patients et puis mon enfant. Je crois qu'on a tous improvisé avec nos ressources propres. Après, moi, la peur n'a pas pris sur moi, mais je pense qu'elle n'a pas pris parce que moi, j'ai connu la maladie grave plus jeune. Donc, du coup, la peur de la maladie, c'était pas quelque chose d'inconnu pour moi. J'avais plutôt peur pour les autres des conséquences que ça pouvait avoir. Je voyais à la maternité que les femmes qui accouchaient de leur premier enfant et qui n'avaient pas le papa, qui accouchaient parfois avec un masque, étaient vraiment très très en détresse. Ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que, en fait, moi j'étais confinée dans ma chambre avec 2 bébés et j'entendais des mamans dans d'autres chambres qui pleuraient. Je pouvais évidemment rien faire parce que déjà j'avais 2 bébés et donc j'étais sur le pont H24. Mais j'avais vraiment mal au cœur de me dire qu'on avait même abîmé ça en fait, c'est-à-dire qu'on accueillait ces enfants dans un monde silencieux, dans un monde qui était muet en fait, avec pas de visage humain et donc voilà, donc je l'ai abordé, disons que la possibilité d'être dans les médias à ce moment-là, je me suis dit même si ça arrive au moment où j'ai des jumeaux, il faut que j'arrive à tout faire en même temps parce que c'est la première fois aussi que les journalistes donnent la parole, font émerger la question du psychisme et c'est peut-être un des avantages de cette crise, c'est qu'on ne peut plus faire l'impasse sur la notion de santé mentale qui était quand même très absente avant la crise Covid. Et là, je crois qu'on a vu que le psychisme, en fait, portait le corps et que même si les gens ne sont pas malades physiquement, s'ils vont mal psychologiquement, ils sont plus exposés à avoir des problèmes physiologiques aussi et qu'on ne peut plus faire l'impasse sur ça. Il nous faut retrouver notre place de parent. Ce sont des mots qui reviennent souvent dans votre livre. Pensez-vous que l'on a perdu cette posture de parent? On est dans une anthropologie, l'anthropologie moderne de la société occidentale, qui joue à saute-mouton, avec l'autorité parentale. Ça, je l'ai rappelé sur BFM le 28 juillet 2021 quand on a autorisé la vaccination des ados avec l'accord d'un seul parent. C'était évidemment une attaque contre les familles parce que on jouait à saute-mouton avec l'autorité parentale et on allait mettre le feu à des conflits entre des parents divorcés, etc. Donc, de toute façon, on n'est pas dans une anthropologie qui reconnaît au métier de parent son importance et sa validité. On n'est pas dans une anthropologie qui accepte que la cellule familiale soit la base de la société. On est dans une anthropologie qui mixe des relents de communisme et de l'ultralibéralisme qui donne quelque chose où finalement l'individu devrait être complètement arraché à ses racines, arraché à son identité, arraché à sa subjectivité, arraché à la particularité de sa famille pour être recréé selon les lois décrétées par l'Union européenne, par des organismes supranationaux, par des gens qui ont une vision ultra progressiste mais qui n'ont pas l'honnêteté de dire c'est une idéologie et il y en a d'autres possibles. Non, c'est le bien. Tout ce qui a été fait avant, c'est de la merde. Seul le progressisme compte. Et finalement, faudrait faire comme si l'homme n'était pas l'homme, l'arracher à sa finitude et le recréer selon nos principes. Et donc, c'est l'État qui sait mieux que vous ce qu'on doit dire aux enfants sur la sexualité, ce qu'on doit dire aux enfants sur leur corps, ce que doit faire manger aux enfants, etc., etc. Évidemment, moi, c'est pas ma vision des choses et je pense qu'en fait, un psychologue qui est cohérent ne peut pas avoir cette vision des choses puisque un enfant s'inscrit dans une filiation et que même si les parents sont séparés, même si on est dans une famille monoparentale, il a besoin de connaître ses racines pour savoir où il va et faire ses propres choix et préserver son libre arbitre. Et malheureusement, on est globalement dans une idéologie qui considère que le libre arbitre c'est dangereux, quoi. Donc, mais qui le fait pas franchement, qui le fait avec des petits nudges, des petits coups de coude. Voilà. Mais Tocqueville l'avait compris, hein. Tocqueville, il dit bien en démocratie, on n'envoie pas au goulag. Enfin, à l'époque, il parlait pas du goulag, mais il y a pas de mise à l'échafaud, il y a une mise au banc. C'est-à-dire qu'on vous interdit pas les choses en démocratie, mais il y a une espèce de censure invisible
pas très invisibles d'ailleurs, qui vous empêchent de faire certains choix, parce que si vous les faites, vous allez être ostracisé. Et je crois qu'en tant que parents, on doit vraiment ancrer nos enfants de manière à ce que finalement, si ils sont un peu ostracisés, un peu marginalisés, dans certains cas, faut tenir bon parce qu'ils doivent pas se couper de leur ressenti, ils doivent pas se dissocier de leur perception, parce qu'on est quand même dans un monde qui très souvent dit aux enfants de ne pas voir ce qu'ils voient, de ne pas entendre ce qu'ils entendent, et c'est ça qui les dissocie, et c'est ça qui crée des profils sans empathie et potentiellement violents, et c'est ça qui est inquiétant pour la société de demain. Et quelle serait justement la solution pour les parents? Est-ce que ce serait de retrouver sa posture de parent en se disant j'écoute mon cœur, j'agis avec mon cœur parce que finalement je suis parent, je ressens aussi les besoins de mon enfant et je sais bien faire? Oui, moi je crois que vraiment faut que les parents reprennent confiance en eux. Aucun parent n'a 100% de son temps pour son enfant. On a une logique économique qui fait qu'en général les deux parents travaillent, et c'est pas à moi de dire si c'est bien ou si c'est mal, c'est un fait. Donc déjà, on doit pas se culpabiliser de pas avoir 100% du temps, et surtout ça ne doit pas être un argument pour se dire de toute façon comme j'ai pas le temps et que donc j'ai pas assez de temps pour bien m'informer, je ne sais pas, et donc comme je ne sais pas, je laisse les autres décider pour moi. Peut-être que vous savez pas tout, et personne n'est expert en tout, et personne n'est expert à la fois en géopolitique, en microbiologie, en psychologie, et voilà. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas légitime, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas la première figure d'attachement de votre enfant. Et je pense que vraiment dire à nos enfants en vérité, j'ai pas la réponse à ta question. Par contre, tu vois, je me pose telle question, je m'informe, je me demande si, parce que quand on me dit ça, je me dis quand même que c'est un peu étrange, parce que j'entends ça aussi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Là, vous l'aidez à construire sa pensée, et puis en fait, vous le rassurez. Parce que vous lui dites, un adulte, c'est pas quelqu'un d'omniscient, mais c'est quelqu'un qui réfléchit. Voilà. Et t'as le droit de pas avoir les réponses à tout, par contre, t'as pas le droit de pas réfléchir. Donc, les aider à construire leur pensée, les autoriser à se questionner, les autoriser à douter et à... Voilà, soyons un peu sceptiques et stoïques aussi, c'est pas mal, ça sort de la pensée binaire. Et puis, comme disait Winnicott, moi je suis pédiatre, moi je suis psychologue, Marie-Estelle Dupont, mais donc c'est vous les parents de vos enfants, et jamais un pédiatre, un psy, un politique sentira aussi bien que vous, si vous vous connectez à votre tripes et à votre intuition, ce dont votre enfant a besoin. Et on sait bien quand on a plusieurs enfants, que dans une même situation, chacun de nos enfants n'a pas le même besoin, parce que chacun de nos enfants n'a pas la même personnalité, n'a pas les mêmes ressources. Donc oui, faites-vous confiance. En fait, vous êtes légitime, vous êtes leurs parents, vous êtes leur premier rempart aussi. C'est à vous de mettre des murs et de dire ok, t'entends tout ça de catastrophique à l'extérieur, mais la maison elle a des murs, et jusqu'à nouvel ordre, à l'intérieur du foyer, c'est moi qui décide, et on peut toujours rigoler, on peut toujours créer, on peut toujours imaginer des choses, on peut toujours être en lien. Et là, votre enfant, vous le maintenez dans une dynamique psychique. C'est ça qui est important, c'est ça qui est vital. Donc faites-vous confiance. Vous les aimez, donc voilà, quand on a l'amour, on a tout. Ce livre, c'est aussi une partie de vous, puisque vous y partagez beaucoup d'anecdotes personnelles. Pourquoi c'était important pour vous, Marie-Estelle Dupont, de parler de votre expérience en tant que professionnelle psychologue, mais également en tant que maman, donc en tant que parent? Parce que la parole m'a été beaucoup donnée dans les médias, mais je voudrais surtout pas donner aux gens l'impression, quand je parle, que je me mets en position de sachante. En fait, j'ai vraiment vécu les choses à la fois comme psychologue, donc avec un devoir d'essayer d'apporter des clés et un éclairage, mais aussi en tant que vraiment maman prise dans ce bazar en fait, et les anecdotes, c'est aussi une manière de témoigner et de dire voilà ce qui peut se passer dans un foyer, voilà comment moi j'ai fait quand j'ai été comme vous, mise face après la Toussaint au masque à l'école en fait, et que j'ai pas pu m'organiser, que j'ai pas pu sortir mon fils de l'école pour ne pas le masquer, comment j'ai été prise entre deux maltraitances, le déscolariser et le masquer, et je raconte ces anecdotes aussi pour dire aux parents en fait, on peut pas faire parfaitement. On peut faire avec humour, on peut faire avec délicatesse, et parce que je pense aussi que les gens m'ont vu
comme ça projetée sur un écran en sachant pas d'où je venais, en sachant pas qui j'étais. Et ces anecdotes sont une manière de leur dire en fait moi je suis exactement comme vous, j'étais autant dans la merde que vous, en plus j'avais des jumeaux qui venaient de naître, c'était vraiment des jumeaux pendant le confinement, c'était quand même spécial. Et je crois que c'est une manière d'être de remettre du lien aussi, de dire avec de dire avec ses mots à soi, voilà comment moi j'étais prise dans ce magma, et voilà comment moi j'ai fait, et ça m'intéresse de savoir comment vous avez fait. Alors, il y a une notion qui revient également souvent dans votre livre, c'est celle du toucher, vous l'avez évoqué tout à l'heure, du contact et du pot à pot avec son bébé, parce que vous l'avez beaucoup évoqué, cette fonction qu'on a voulu nous interdire, vitale à l'être humain, à son équilibre, mais encore plus dans le développement des tout-petits. Dites-nous ce qui est important dans ce contact avec son enfant et pourquoi s'en priver ou priver son enfant peut être dramatique. Alors, dans le livre, je rappelle en fait les fonctions parentales, et les toutes premières fonctions parentales sont liées directement au fait que l'être humain est un mammifère. Un mammifère, ça veut bien dire que l'enfant est porté, en fait, c'est porté à la mamelle mammifère. C'est-à-dire que le lien entre la mère et l'enfant, extrêmement proche, se poursuit après l'accouchement, et que ce sont des fonctions biologiques essentielles, puisque ça stimule l'immunité de l'enfant, que son cerveau est plus stimulé par la voix de la mère, qu'il a besoin de voir le visage de sa mère bien en face de lui pour commencer à identifier les traits des adultes et distinguer l'étranger. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a la peur de l'étranger chez l'enfant qui se manifeste, parce qu'il comprend que le visage en face de lui n'est pas le visage de sa mère ou de son père. Et donc, je rappelle aux gens cette première fonction que Winnicott appelle la fonction de holding, de porter le bébé, de handling, la manière dont le bébé est manipulé dans les soins. Est-ce qu'il est manipulé de manière froide et technique, ou est-ce qu'il est manipulé avec tout l'imaginaire de la mère, toute l'émotion de la mère ou du père, ou de la nounou. Quand c'est la nounou, il y a des nounous extrêmement aimantes. Quand je dis la mère, c'est la figure maternante dans la journée du bébé. Si possible, oui, sa mère au début, quoi qu'on en dise, c'est quand même bien que ce soit la maman qui s'occupe de son petit. On est des mammifères, je le répète. Et puis la fonction d'object presenting. Et l'object presenting, c'est le parent présente la réalité à l'enfant. Et donc, on doit lui rendre la réalité assimilable. Et donc, le toucher, les caresses, les sourires, les bercements sont des manières de permettre au bébé d'assimiler des fragments progressifs de la réalité du monde extérieur, mais ça vous viendrait pas à l'idée de lui faire manger de la nourriture pas moulinée alors qu'il a pas de dents. De la même manière, son psychisme n'est pas en état d'assimiler tout de la réalité trop vite. Et donc, le bain d'affect, de langage et de toucher permet à l'enfant de créer une enveloppe psychique et petit à petit d'assimiler des morceaux de la réalité. Et si on le prive de ça, le bébé est déprimé. C'est le syndrome d'hospitalisme qui a été décrit après la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre par René Spitz. C'est-à-dire que l'enfant, il est nourri au niveau calorique, il est changé, par des infirmières qui font bien leur travail, par des nurses, mais il n'a pas ce surcroît de tendresse dont l'être humain ne peut pas se passer sans y laisser sa peau psychique et parfois jusqu'au syndrome de glissement, se laisser mourir. On sait bien qu'il y a des bébés qui sont morts en fait alors qu'ils étaient nourris, et même des petits singes en éthologie qui se laissent dépérir parce qu'ils n'ont pas la tendresse. Et tous les psychologues que je cite dans le livre rappellent ça, à savoir qu'on est dans une société où on veut pas se toucher. D'abord, ça rend l'enfant plus vulnérable aux abus sexuels, puisque en fait, comme il a une carence affective, il est plus manipulable. Et ensuite, toute cette tendresse participe autant à la construction psychique qu'au renforcement, paradoxalement, des défenses immunitaires du petit. Alors on va se projeter dans l'avenir, si je puis dire. Nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle épidémie, de nouvelles restrictions, peut-être même plus liberticides. Quel serait le meilleur conseil que vous puissiez donner aux parents ? Eh bien, de ne plus se laisser sidérer, puisque c'est déjà arrivé, de se poser, de réfléchir et de finalement convoquer tout ce qu'ils ont appris pendant cette crise, parce que beaucoup de parents aujourd'hui redébriefent ce qu'ils ont fait et se disent peut-être que là j'ai été trop, là j'ai été pas assez, etc. Et de pas laisser la peur rentrer à l'intérieur du foyer, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on a la main,
il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, mais à l'intérieur du foyer, je crois que notre liberté, encore une fois, de penser, de maintenir, de ne jamais se mettre du côté de celui qui fait peur à l'enfant, en fait. On peut pas se permettre de faire peur à nos enfants. On leur doit de nous faire confiance. Donc on peut pas les terroriser. Donc moi, quand je vois des parents qui étaient tellement affolés, paniqués, dissociés, incapables de réfléchir, qui faisaient pleurer des enfants en leur enfonçant des tiges dans le nez, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces parents et à quel point ils étaient en détresse peut-être eux-mêmes pour se couper de leur cœur et de leur empathie qui exige qu'à ce moment-là, on arrête de faire pleurer son enfant. Donc, ne vous déconnectez pas des besoins de leur enfant. On n'est pas à l'abri de vivre des choses très difficiles qui nous mettent dans des situations pour plein de raisons. Là, on parle de la maladie, mais il y a les attentats. On est dans un contexte critique. Mais d'avoir en tête les besoins de l'enfant fondamentaux sur lesquels nous ne pouvons pas transiger et de savoir que notre devoir moral, c'est les besoins. Je le dis dans le livre, leurs besoins sont nos devoirs. C'est pas l'obéissance, c'est d'abord les besoins de notre petit, notre devoir de protection. Je crois que même en temps de guerre, nos grands-parents étaient capables de donner de l'amour, de protéger, de parexciter les enfants de certaines infos trop anxiogènes, de certaines choses inappropriées. Et donc, oui, retenons les leçons qu'on a tirées du Covid, évacuons la peur de la maison au maximum, faisons de notre mieux et ne nous culpabilisons pas d'être limités puisque rien dans la société aujourd'hui n'est fait pour aider les parents. Donc, on fait de notre mieux. Et ben, il y a des jours où notre mieux, il est pas terrible. Mais il y a aussi des jours où il est génial et où il fera la différence et où il fera que votre enfant aura une immunité psychique et que, voilà, ces épreuves, il les surmontera. Il les surmontera peut-être en ayant mûri un peu trop vite, mais finalement, ça pourra peut-être faire de lui un adulte plein de ressources avec un imaginaire très riche pour se sortir de situations périlleuses. Même lorsque l'on doit faire face à un système de manipulation de masse, vous en parlez beaucoup de cette manipulation qu'on a subie pendant toute cette période. Vous savez, la manipulation, elle est pas nouvelle. Elle est à l'œuvre, dans la pensée captive. Milose, dans les démocraties populaires, décrit très bien la manipulation. Dans les démocraties, il y a une novlangue. Il y a un langage technocratique qui est créé de toutes pièces dans des cabinets de conseil. En fait, c'est pas nouveau. C'est pas depuis le Covid. C'est pas depuis 2017. C'est récurrent aujourd'hui dans ce système démocratique qui est en impasse démocratique selon moi. On a le droit d'utiliser nos neurones de parents et de redonner à l'enfant des éléments de langage. De lui dire, tu sais, un effort, c'est pas un sacrifice, il y a une différence. Là, il y avait une injonction paradoxale. On t'a demandé de faire des choses qui étaient contraires à tes besoins. Quand on te dit d'être solidaire, alors qu'en fait, on te demande de te sacrifier, tu vois, c'est pas la même chose. Il y a une espèce de management par la peur où, en fait, les Anglais... En fait, il y a eu un truc très intéressant. Nous, quand on a eu les chiffres de la vague pédopsychiatrique en février 2021, au même moment, en Angleterre, ils admettaient qu'ils avaient accentué le danger pour que la population se soumette aux restrictions. Donc dire à l'enfant, il y a une communication politique en démocratie qui n'oblige pas, mais qui invisibilise certaines parties de la réalité, qui n'introduit pas de nuances, qui te pousse dans un sens, etc. En fait, votre enfant, vous l'outillez en faisant ça. Il va garder son esprit critique, il va garder son discernement, donc il aura du recul. Il sera pas tout puissant, mais il aura du recul et il pourra au moins se dire, je ne suis pas fou de sentir ce que je pense, parce que c'est ça qui est important pour préserver sa santé mentale. C'est pas la difficulté, en fait, c'est pas d'être coincé, c'est de croire qu'on est fou de sentir ce qu'on pense. C'est ça l'abus. Donc, oui, de dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des démocraties libérales, au lieu de forcer les gens, on les manipule et que c'est de la com. Oui, finalement, c'est de l'éducation civique qu'on fait à la maison, mais voilà, c'est notre rôle de parents de garder du vocabulaire et du débat à table, d'éteindre la télé et de faire réfléchir nos enfants et lui demander ce qu'il en pense et comment lui y ferait. Vous consacrez quelques pages à ce que vous appelez la souffrance narcissique identitaire.
Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors en fait, la souffrance narcissique identitaire, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus en consultation. C'est-à-dire qu'on a des individus, notamment des jeunes, qui arrivent en nous disant je me sens vide. C'est-à-dire que la personne a l'impression de ne pas être dans sa vie. Et je pense, à force de réfléchir sur cette plainte qui s'exprime dans des contextes familiaux et dans des catégories socio-professionnelles très variées, que c'est quelque chose qui est lié justement à notre anthropologie qui a réduit l'être humain à un statut de contribuable et de consommateur, c'est-à-dire qui a complètement disqualifié la valeur du lien et la valeur de l'affect. Et donc, on a des personnes qui sont dans une virtualisation de leur vie qui les déconnecte de plus en plus de leur véritable perception. C'est pour ça qu'on a une augmentation des addictions, parce qu'on a un besoin compulsif de se remplir quand on se sent vide. Et cette souffrance narcissique identitaire, c'est ce sentiment d'impuissance exprimé par le patient qui fait que nous, on va rester pendant un certain temps dans une antichambre de la thérapie, c'est-à-dire qu'on doit déjà aider le patient à se reconnecter à ce qu'il éprouve, à se sentir vivant dans sa vie, vivant, souffrant peut-être, mais vivant. Et cette souffrance narcissique identitaire, elle se caractérise par l'incapacité d'identifier et de verbaliser des émotions, le sentiment de ne pas savoir ce qu'il pense, de ne pas savoir ce qu'il veut, de ne pas savoir ce qu'il ressent. Alors ça inquiète beaucoup les parents qui me disent « mais moi il est toute la journée dans sa chambre et j'ai l'impression qu'il n'a envie de rien et j'arrive pas à savoir si c'est juste la puberté parce que voilà ou si c'est quelque chose de plus grave ». Et c'est vrai que si nous on repère pas cette souffrance ce bon narcissisme qui ne s'est pas mis en place, où la personne se sent peut-être mal, mais quand même actrice de sa vie, si on l'identifie pas, ça fait le lit de dépression essentielle où ces jeunes n'ont envie de rien, c'est-à-dire qu'ils se projettent pas. D'ailleurs, il y a 30% des jeunes femmes qui veulent pas d'enfants. En même temps, quand on leur répète toute la journée que c'est la fin du monde et que si elles font un bébé, elles vont tuer un arbre, ça donne pas super envie de fonder une famille. Ils n'ont pas envie de finir leurs études. Ils se sentent inutiles, ils se sentent coupables. Et donc, je pense que l'augmentation dans nos cabinets de cette souffrance narcissique identitaire est très en lien avec un syndrome d'impuissance qu'on crée aussi dans la société en les mettant tout le temps dans un climat hyper anxiogène avec des discours... alors, je suis la première à dire que ça va pas, mais je dis que ça va pas tout en essayant de dire qu'il y a une espérance et qu'on est acteur et qu'on peut tous faire quelque chose. Voilà, dans notre ligne de nage, on peut tous faire quelque chose pour nos enfants et les gens qu'on aime. Et donc, par effet papillon pour la société. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'à force d'entendre aussi une pensée très binaire et très catastrophiste sur tous les sujets, ils s'effondrent en silence, en fait, ces jeunes. Qu'est-ce qu'on leur transmet? Est-ce qu'on leur transmet un modèle d'adulte debout avec une espérance? Ou est-ce qu'en fait, on leur dit tout est foutu, de toute façon, la planète crame, c'est la catastrophe, avec en même temps, mais par contre, tu peux t'affranchir de toutes les contraintes, c'est toi qui décides quand est-ce que tu meurs, c'est toi qui décides quel sexe tu as, et donc en fait, on les met dans un truc qui est complètement impensable parce qu'on leur fait éclater les coordonnées de l'existence humaine. Au lieu de leur dire, ta liberté humaine, ça n'est pas une absence de contraintes et il y a un cadre, une différence des générations, une différence des sexes sur lesquels tu vas t'appuyer pour créer quelque chose, on leur dit, t'as le droit de tout décider, mais de toute façon, tout est foutu. Et tout est catastrophique et finalement tu es dangereux pour l'autre, tu es dangereux pour ta grand-mère, tu es dangereux pour la planète à cause de tes activités qui font du réchauffement climatique. Enfin moi je me mets à la place d'un jeune de 20 ans aujourd'hui. Franchement je comprends qu'il y en ait qui ont envie de se tirer une balle. Ce qu'on leur dit est totalement désespérant. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a énormément de jeunes qui arrivent avec cette souffrance narcissique où ils se sentent derrière une vitre à côté de leur vie, inutiles, dans quelque chose qui n'a pas de sens parce que on leur a volé toute la partie spirituelle de la vie, c'est-à-dire toute l'imaginaire, la créativité, la beauté de la vie, la poésie de la vie. Moi, je trouve qu'on leur a dérobé depuis 40 ans. Et évidemment qu'en tant que maman, en tant que femme de 41 ans, en tant que psychologue, j'ai envie de leur rendre cette beauté de la vie parce que elle est entre leurs mains en fait. C'est eux l'avenir du monde. C'est pas ce qu'on leur raconte.
Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux parents de ces enfants, justement, qui se sentent mal, s'ils vous écoutent? D'abord, j'aimerais leur dire que, à partir du moment où ils aiment leur enfant, ils ont des clés en eux. Je le répète, ils ont des clés en eux. Et que ce qu'ils doivent activer, c'est ça qui est très difficile avec un enfant qui va mal, c'est vraiment leur pugnacité et leur patience. C'est-à-dire que leur enfant va les décourager, leur enfant va les envoyer chier, leur enfant ne va pas répondre à leurs propositions, ils vont se sentir dans une impasse. Et en fait, il faut qu'ils comprennent, ces parents, que c'est parce que leur enfant leur fait vivre, par projection, son propre sentiment d'impuissance. Mais que parfois, aimer quelqu'un, c'est ne pas s'enfuir, ne pas passer à l'acte non plus, ne pas le surmédiquer, c'est lui dire « je vois ta détresse, je vois que en ce moment tu ne veux pas que je t'aide, mais je reste là, je reste à côté de toi, je ne bougerai pas jusqu'à ce que tu ailles mieux, je ne te lâcherai pas la main ». Et je crois que ce soutien inconditionnel, moi je le dis aux parents, ne vous dites pas que tout est foutu, parce que là du coup vous allez accepter pour votre enfant des solutions qui ne sont pas celles dont il a besoin. Il a besoin que vous soyez à côté, et peut-être qu'il a besoin de vous faire vivre sa détresse en vous mettant dans l'impuissance, comme moi il me met en tant que thérapeute à certains moments dans l'impuissance, et dans l'envie de dire je ne peux rien faire, voilà, j'abandonne. Mais finalement c'est dans cette empathie, dans ces moments très sombres partagés, qui va reprendre pied. Et dans la très très grande majorité des cas, si on les abandonne pas et qu'on est là et qu'on continue de leur donner de l'amour, ils s'en sortent. C'est vraiment ça que je veux dire aux parents. Voilà, ils sont pas condamnés. Ne psychiatrisez pas trop vite vos enfants. Le fait qu'ils aillent mal dans un monde qui leur dit que tout va mal, c'est plutôt sain. Et avec votre aide en premier, avec celle des gens dont c'est le métier aussi, mais d'abord avec votre amour et avec du lien affectif, l'immense majorité des jeunes va s'en sortir. Mais vous ne devez pas les lâcher. Et même si vous êtes inquiet, j'ai envie de vous dire, si vous êtes inquiet, ça veut dire que vous êtes là, ça veut dire que vous êtes lucide, donc c'est beaucoup mieux que si vous étiez pas du tout inquiet. Et votre inquiétude les aide dans une certaine mesure, parce que vous êtes là pour les parer, parce que vous avez conscience du monde dans lequel ils sont. Mais voilà, ne lâchez pas, accrochez-vous même si c'est épuisant, parce que vraiment, pour la très grande majorité des jeunes, il y a la lumière au bout du tunnel, et je suis persuadée que la très grande majorité des jeunes qui vont mal aujourd'hui peuvent s'en sortir. Mais par contre, faut pas se précipiter sur les médicaments, il y a vraiment d'autres choses qui existent. Avant de terminer, Marie-Estelle Dupont, j'aimerais vous faire réagir sur 2 sujets de société. Alors le premier, il y a quelques semaines, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a présenté son rapport sur la pornographie, dans lequel, entre autres, il est conclu, je cite, que ces vidéos banalisent et érotisent l'inceste et la pédocriminalité. La présidente du HCE, Sylvie Pierre-Brossolette, prévient, je cite, c'est la fabrique de futurs violeurs, de futurs auteurs de féminicides. Oui. Et elle a tout à fait raison de le souligner, puisque aujourd'hui, 50% des mineurs consomment du porno régulièrement, et 46% des jeunes, donc quasiment exactement le même chiffre à 4% près, 46% des jeunes disent avoir des éléments de violence dans leur sexualité. Quand je parle de violence, c'est de strangulation, étouffement, brûlure, autant de choses qui n'ont rien à voir finalement avec la sexualité. Donc oui, c'est de la fabrique des violeurs, c'est la fabrique aussi du consentement à être une victime, parce que le cerveau a des neurones miroirs, et que quand il voit une scène traumatique, il y a une sidération de l'amygdale cérébrale qui gère la peur, une dissociation des affects, une dissociation de l'empathie, mais il y a aussi une trace mnésique qui va se former de ce que l'on a vu. C'est pour ça que dans d'autres contextes de violence, et notamment des images d'attentats, ne les montrez surtout pas aux enfants. Puisque le trauma peut être passif. Vous n'êtes pas obligé d'être la victime de la scène pour être traumatisé par une scène. Donc il y a un effet traumatique de ces vidéos pornographiques sur les mineurs, qui est que elles vont créer une empreinte, sidérer, faire effraction dans le psychisme, surexciter des mineurs qui sont pas en capacité de mettre de la distance, qui vont donc avoir tendance à reproduire
pour contrôler l'excitation, la charge d'excitation que ça a généré chez eux, ils vont avoir tendance à reproduire ce qu'ils ont vu, du fait des neurones miroirs justement, qui ont créé des traces mnésiques de ces procédés. On va parler de procédés, de cette manière de faire l'amour, enfin de ne pas faire l'amour, de faire la barbarie. Et donc ils vont reproduire ça parce que c'est une manière de reprendre le contrôle sur ce qu'ils ont vu qui était sidérant. Et je crois que c'est très important de dire à nos enfants, alors outre les mesures concrètes, c'est-à-dire pas de téléphone la nuit dans la chambre, etc., de dire vraiment aux enfants que la pornographie, puisque le premier contact avec la pornographie aujourd'hui a lieu autour de 9-10 ans de manière accidentelle, un portable d'un adulte, d'un grand frère, dans la cour de l'école, un grand qui vient faire l'idiot et qui veut montrer ça aux petits pour faire le malin et les effrayer. Donc de les prémunir si jamais accidentellement votre enfant est en contact avec ça, en leur disant bien que le porno, c'est l'anti-sexualité. La sexualité, c'est du lien. La sexualité, ça augmente la confiance en soi. La sexualité, c'est de la complicité, c'est de l'émotion, c'est du plaisir partagé. La pornographie, c'est de la fragmentation du corps, c'est de l'interchangeabilité des individus qui ne sont même plus des individus. C'est de la perte de confiance en soi parce que les garçons pensent qu'ils doivent être des hardeurs et les filles pensent qu'elles doivent accepter des choses épouvantables pour être soi-disant des bons coups dans la cour du lycée. Et vraiment, je crois que leur dire la pornographie, tu sais, c'est le contraire de la sexualité. La sexualité, c'est l'imaginaire, c'est l'érotisme. Surtout, la sexualité, c'est subjectif, en fait. C'est toi qui crée ta sexualité. La pornographie, c'est la reproduction d'actes barbares. C'est vraiment très, très important, voilà. Et c'est vraiment une parole qu'on doit poser. On doit pas éviter le sujet, voilà. Parce que c'est vraiment une violence énorme dans leur psychisme qui a des conséquences, à la raison de le rappeler, sur un très grand nombre de jeunes femmes aujourd'hui. Je rappelle que 97% des violences dans les films porno s'exercent contre des femmes. Donc, il y a encore un peu d'archaïque à travailler là-dessus, je crois. Et donc à retrouver encore notre place de parents là. Oui, il faut y aller. Hein. Les parents, on n'a pas le droit d'être paralysés, on n'a pas le droit d'avoir peur des sujets, il faut y aller. Deuxième sujet, la baisse de la natalité en France. L'INSEE a publié il y a quelques semaines les chiffres de l'année 2022 qui sont à un niveau le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors selon vous, comment peut-on l'expliquer ? J'imagine que l'explication, elle est multifactorielle. Sur le plan psychosocial, encore une fois, quand un être humain n'a entendu que le mot de crise depuis sa naissance, mais même moi qui ai 41 ans, j'ai entendu que ce mot. En fait, il y a 40 ans, c'était déjà la crise tout le temps. Crise économique, crise écologique, violence aussi dans une sorte de compétition qui a été instaurée entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet pervers d'une radicalisation du féminisme qui finalement a mis les hommes et les femmes en compétition au lieu de les mettre en complémentarité. Et en fait, pour faire un enfant, il y a un moment donné où il faut accepter d'être interdépendant et que le père a besoin de la mère et que la mère a besoin du père. Parce que si tout repose sur les épaules d'une seule personne, ben ça décourage de faire un enfant parce que c'est difficile de faire et d'éduquer un enfant convenablement en ramenant de l'argent, etc. Donc il y a plusieurs facteurs, mais dans les facteurs psychosociaux, de toute évidence, il y a les difficultés économiques, il y a l'éclatement des repères et la disqualification de la famille parce qu'aujourd'hui, une jeune femme à Paris qui a un enfant, très souvent, elle est seule, elle est pas en couple, ses parents sont pas là ou ils sont pas en état de l'aider. Donc il y a plus... Vous savez, les Africains disent que pour élever un enfant, il faut tout un village. Et l'individu moderne occidental est extrêmement isolé. Et c'est difficile de faire un bébé toute seule, malgré la chanson. Donc ils ont moins envie à cause des difficultés économiques qui les attendent, à cause de cette désespérance de la relation homme-femme. Ils ont moins envie parce qu'on leur dit que c'est mauvais pour la planète. Ça, c'est quand même terrible d'opposer les bébés et les arbres. Ils ont moins envie parce que les sociétés qui font des bébés sont des sociétés spirituelles, sont des sociétés qui croient. En fait, on fait pas de bébés quand on est transhumaniste. On fait des bébés quand on s'inscrit dans l'idée d'une transmission, qu'on n'est pas tout puissant et qu'on est un élément d'une chaîne et d'une lignée. Aujourd'hui, on a voulu tellement tuer Dieu et toute transcendance, on se veut tellement tout puissant que finalement on est ratatiné sur notre ego, on veut prendre toute la place. Je pense aussi qu'il y a un élément d'intolérance à la frustration.
C'est-à-dire que faire un bébé, c'est accepter qu'on va être crevé, il y a des choses qu'on va moins faire. Donc quand on vous a vendu la vie c'est du kiff et il faut jouir sans entrave, assez vite vous arrêtez de faire des enfants. Hein. Parce que jouir sans entrave quand on a 3 petits dans les pattes qui taguent les murs au rouge à lèvres et qui mettent de la purée partout et que vous avez dormi 3 heures, vous kiffez pas tout le temps mais vous kiffez autre chose en fait. Et donc ils savent pas qu'ils vont découvrir un autre bonheur. Et en fait je pense qu'un élément anthropologique très important c'est que les jeunes font pas d'enfants parce qu'on leur a menti sur quelque chose. On leur a raconté que pour être heureux, il fallait pas trop s'engager, et je pense que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je pense que les gens heureux sont les gens qui s'engagent. Et on a bien vu pendant le Covid que les jeunes qui s'en sortaient le mieux étaient ceux qui restaient engagés, même si pendant quelques semaines c'était depuis la maison, dans des choses collectives. Et un enfant, c'est un engagement en fait. Et on leur fait croire que l'engagement, c'est du malheur, c'est de la contrainte. Mais plus on est engagé, plus on est heureux. Donc moi, j'ai 3 enfants, je suis crevée et je suis hyper heureuse. Connaissez-vous Corinne Mayer, Marie-Estelle Dupont? Pas du tout. Alors, elle est psychanalyste, écrivain, auteur entre autres de Dehors les enfants, 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. Vous voyez un peu où je veux en venir. Elle explique, elle, autrement cette baisse de la natalité. Alors, il y a quelques semaines, dans une émission de télé, elle a dit, alors je cite, « La famille signifie le repli sur soi, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont chez eux, ils ont un 4x4 et il n'y a que leurs enfants qui comptent. C'est la norme. Quand on me dit que la famille, c'est le lien, pas du tout. » Vous avez un 4x4, Marie-Estelle Dupont? Non. mais depuis que j'ai eu des jumeaux, ma voiture est trop petite. Je pense que ce qu'elle décrit est vrai dans certains cas. En fait, je crois que tout peut être une occasion de repli sur soi. Tout peut être un prétexte. C'est-à-dire que le boulot peut être une fuite en avant. La famille peut être une manière de mettre de côté sa peur. On sait qu'il y a des femmes qui veulent être mères au foyer et faire plein d'enfants parce qu'en réalité, elles n'ont pas confiance en elles pour affronter le monde professionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que le même choix peut être sous-tendu par des motifs exactement contraires. On peut faire des enfants parce qu'on les aime avant même qu'ils soient nés, et puis on peut faire des enfants pour éviter certains aspects de l'existence. Il y a des mères qui utilisent la libye d'être mère pour surtout plus du tout être femme, et puis il y a des mères qui, dans ce lien, vont redécouvrir justement toute l'ampleur de leur féminité. Donc moi, j'ai aucun problème avec les gens qui veulent pas d'enfants, parce que pendant très longtemps, je voulais pas d'enfants jusqu'à ce que je comprenne que c'était, dans mon cas, l'expression d'un traumatisme. Et puis moi, j'ai eu une révélation en ayant mon premier enfant, j'ai adoré ça. Ça veut pas du tout dire que je prêche, que je pense que toutes les femmes qui ne veulent pas d'enfants ont un problème, pas du tout. Mais encore une fois, pourquoi effacer la subjectivité? Il y a des femmes qui ont vraiment envie d'avoir des enfants, il y a des femmes qui vont avoir des enfants pour éviter un problème pas résolu, ou pour être en compétition avec leur sœur qui en a fait 5. C'est pas super cool pour les enfants, là, dans ces cas-là. Et puis, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants parce que c'est un véritable choix libre, et il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants parce qu'il y a une peur. Une femme qui a été victime d'inceste, c'est compliqué pour elle de se projeter dans la maternité. Donc moi, en tant que psychologue et psychothérapeute, je ne peux pas généraliser la signification d'un désir ou d'un refus. Je sais juste qu'il y a des subjectivités et que le même choix peut être l'expression d'un motif opposé. Donc, ce qu'elle décrit, c'est ce qu'elle a observé dans certains cas, et il n'est pas faux de dire que certaines familles sont très claniques et ratatinées sur elles-mêmes, mais on observe, je crois que l'honnêteté intellectuelle oblige à dire qu'on observe aussi parfois vraiment le contraire, et que des gamins de familles nombreuses sont justement hyper à l'aise dans les liens sociaux, vont être les premiers à prendre des initiatives pour partager quand il y a un problème. Donc, je crois qu'en la matière, il n'y a pas trop de place pour l'idéologie. Encore une fois, même si je comprends que des femmes ne veuillent pas d'enfants, même si je comprends que des jeunes aujourd'hui me disent « mais dans le monde actuel, pourquoi je vais aller là-dedans ?» Mais je crois qu'on n'a pas le droit de dire... on n'a pas le droit d'être binaire et de masquer une partie de la réalité. Et moi, je ne cacherai jamais aux gens que oui, on peut être très très heureuse en étant mère de famille nombreuse, même dans un monde qui rend la maternité extrêmement difficile et qui vous décourage de l'être. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons terminer alors cette interview. Merci beaucoup, Marie-Estelle Dupont. Merci, Kate. Merci de votre franchise. Merci à vous. Je rappelle votre livre « Être parent en temps de crise » aux éditions Guy Trédaniel.
Et il faut pas oublier qu'être parent, c'est aussi être oncle, tante, grands-parents, frères et sœurs, en fait. Parce que c'est ça aussi. C'est toute la famille. La famille. Je vais vous inviter, si vous êtes d'accord, à signer notre livre d'or. Avec plaisir. Et en attendant, je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide, ni d'aucun soutien et encore moins de subventions. Nous ne recevons aucun financement extérieur. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors merci à tous et merci de votre fidélité.